2. Qu'est-ce que fait bouger les personnes? 2.1 Pourquoi les personnes agissent? Tu auras sûrement remarqué, les personnes ne bougent jamais sans un vrai motif. La conséquence de cette phrase est démontrer chaque action que les personnes aient faite pour un motif ou pour une pensée précise. Connaître les motivations qui se trouvent à la base des actions des personnes, c'est-à-dire les besoins et les envies responsables du mouvement des personnes. Il est un des facteurs plus importants pour comprendre comment manipuler les choix des personnes. Peut-être, de cette façon tu n'es pas convaincu de ce que tu as à peine lu. Tu es en train de penser à quelque action que tu as fait dans le passé, bougé par plaisir personnel. Bien sûr, ce scénario est plus que possible. Cela veut dire que je t'ai donné une information fausse. Absolument non. En fait, études de psychologie ont démontré comme toutes les actions que l'homme fait pour une multitude de motivations, qui sont regroupables en deux. D'un côté il y a les motivations intrinsèques et de l'autre côté les motivations extrinsèques. Les motivations intrinsèques sont celles qui nous portent à faire une activité pour notre plaisir, on n'est pas obligé, mais on preuve plaisir. Les motivations extrinsèques sont celles qui dérivent d'une imposition. En ce cas, donc, la motivation n'est pas à l'intérieur de l'action, mais est imposée par facteurs externes. En faisant quelques exemples, le discours sera plus clair. Un employé ne va pas au travail pour s'amuser, mais parce qu'il a la motivation du salaire, c'est-à-dire une motivation extrinsèque. Le samedi à 18 h je vais au café avec mes amis pour faire un apéritif, je le fais avec plaisir, je ne suis pas obligé de le faire, c'est un exemple de motivation intrinsèque. On peut dire que les motivations extrinsèques sont celles que fonctionnent avec l'usage de la méthode de la carotte et le bâton, aux actions faites à contre-cure. Correspondent des récompenses. Les motivations intrinsèques se trouvent à l'intérieur de l'action même, et dans le plaisir qu'on éprouve. Cette première motivation fait agir les hommes, mais la division dans notre psyché n'est pas nette. Une motivation extrinsèque, par exemple, peut se transformer en intrinsèque. Je m'inscris au gymnase car je veux améliorer ma condition physique. Motivation extrinsèque, mais à peu je découvre que j'aime l'entraînement comme activité et pour ce motif je continue m'entraîner, motivation intrinsèque. C'est une situation commune, sûrement beaucoup de personnes ont essayé dans sa propre vie. Cette situation témoigne comment la division dans la nôtre psyché n'est pas si nette, ce n'est pas ni blanc ni noir, il y a beaucoup de zones grises. Dans les paragraphes suivants je te présenterai des autres études de psychologie qui sont devenues célèbres dans le secteur du business pour leur technique de persuasion. Ces théories sont très célèbres aujourd'hui, la première est connue comme les besoins fondamentaux de Maslow, la seconde comme les 6 principes de Cialdini. 2.2 Les besoins fondamentaux de Maslow. Abraham Harold Maslow a été un des plus importants hommes dans ce champ. Pendant le XXe siècle, il a été un psychologue américain, un membre du mouvement de la psychologie humaniste, en occupant pour une vingtaine d'années le rôle de chef du département de psychologie de l'université de Brandeis, au Massachusetts. Il a écrit beaucoup d'essais, il est célèbre encore aujourd'hui grâce à la théorie de la pyramide, dans laquelle il a expliqué les besoins fondamentaux de l'homme. Selon Maslow, ces besoins sont les motivations qui portent les hommes à faire et agir. À la base de la pyramide, il y a les besoins primaires, ceux qui sont ordonnés par la nature. En montant les niveaux, il y a les besoins qui sont ordonnés par la société, ils sont moins physiques mais plus comportementaux. En analysant tous les gradins de la pyramide. À la base de la pyramide il y a les besoins physiologiques. Ils sont, respirer, manger, le sexe et dormir. Les besoins physiologiques comprennent toutes celles fonctions pour lesquelles notre corps est programmé et sans lesquelles on aura des problèmes de santé. Est-ce que tu réussirais à vivre sans respirer ou sans manger? Je ne crois pas. Voilà, à la base de la pyramide il y a tous les besoins les plus fondamentaux pour l'être humain. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, qui sont des besoins de sécurité physique, morale, de santé et monétaire etc. Lorsque ces besoins physiologiques ont été satisfaits, l'homme recherche de la sécurité, il veut de la protection, de la sérénité et moins préoccupation. Tout le monde a vécu des situations de ce type, n'est-ce pas? Lorsqu'on a de la sécurité, on veut des besoins de appartenance.
Dans ces besoins, il y a l'envoi de créer des liens avec les autres personnes, il signifie qu'ils concernent l'amitié, la famille ou l'intimité avec le partenaire. Souvent, ils concernent nos actions, même si on essaye de le cacher, en fait elles touchent l'envoi de faire des connaissances ou pour raffermir les liens déjà créés. L'homme est un animal social, il ne peut pas faire abstraction lorsqu'on parle de ce type de lien. Lorsqu'on crée les liens, on passe au besoin d'appréciation. Tout le monde veut être apprécié par les autres. Pour ce motif, on cherche l'approbation des autres personnes dans la vie. Mais on ne se préoccupe pas seulement des autres personnes. Il faut savoir qu'un besoin le plus important dans cette catégorie est l'amour-propre, c'est-à-dire la capacité d'évaluer positivement les actions. Sans amour-propre, il sera compliqué de passer au prochain et dernier but de la pyramide, c'est-à-dire les besoins d'auto-réalisation. Lorsqu'on satisfait tous les besoins précédents, on arrive au sommet de la pyramide de Maslow où on trouve les besoins d'auto-réalisation. Ces besoins nous amènent à des situations qui concernent la moralité. Après ce but, la satisfaction de ces besoins concerne la croissance personnelle de l'individu qui se débarrasse des préjugés et il devient plus pur. Moralité, créativité, libération des préjugés et la capacité de résoudre les problèmes sont indispensables pour cette étape de la pyramide. Celle de Maslow est sûrement une théorie très intéressante, capable d'être objet d'étude dans le champ académique. Parmi ces études, il est nécessaire de spécifier qu'il y avait beaucoup de critiques. La majeure partie des critiques concerne le fait que cette théorie est considérée très rigide. Dans la pratique, pas tout le monde passe les étapes de la pyramide, au contraire, certaines personnes ont plus de besoins au même temps. En outre, beaucoup de critiques attaquent la théorie de Maslow parce qu'elle supporte l'idée que toutes les motivations sont à l'intérieur des personnes, et sans compter toutes les motivations externes qui font agir les personnes lesquelles ont un rôle important dans ce contexte. Pour combler ce gap, il faut apporter ces besoins dans la vie pratique. Je sais que probablement tu es en train de te demander comment ces notions peuvent m'aider, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Les besoins de Maslow peuvent être expliqués en obtenant des résultats en divers champs, par exemple, dans le marketing ou dans le champ des ressources humaines d'une entreprise. Dans ce cas, une analyse des employés avec l'usage de la pyramide peut nous donner une idée de leur joie et de leur satisfaction, en pensant à des incitations pour les mois suivants. Plus une personne se trouve envers le sommet de la pyramide, plus elle sera satisfaite. Il faut évaluer le degré de satisfaction de l'interlocuteur, cela permet de comprendre ses besoins les plus importants et ses nécessités qui lui touchent. Pour le marketing, ce facteur te donnera un avantage sur ton interlocuteur, peut-être un potentiel client, il deviendra plus facile de négocier et conclure à votre avantage. Ce sujet est lié à la validation de l'état d'esprit de l'interlocuteur, comment lui influencer. Mais, je t'expliquerai ce sujet plus tard. Premier chapitre. Ces 8 principes résultent des études de Cialdini. Les deux listes ne sont pas égales, même si certains principes se répètent dans les deux études. Les notions que tu as déjà apprises dans le chapitre précédent ne seront plus expliquées à nouveau, mais pour complétude seront rapportées dans ce paragraphe. Je chercherai de ne pas t'ennuyer, en m'arrêtant sur choses déjà dites. Si quelque but semblera expliqué en manière rapide, je te conseille de retourner au chapitre 1. Allons voir maintenant l'étude de Cialdini et sa théorie des 6 principes. Le premier principe de Cialdini est le principe de la réciprocité. Il est un principe assez simple. Est-ce que tu n'as jamais entendu la phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Le principe de la réciprocité est résumable avec cette fameuse phrase des évangiles de Jésus. Chaque d'entre nous se rapproche avec les autres dans la même manière qu'ils pensent d'être traités. Si tu t'approches bien avec ton interlocuteur, par conséquent, il aussi te traitera positivement, en devenant bien plus que disponible à avoir confiance en toi. Ce principe est présenté dans beaucoup de champs de la vie. Il est utilisé par exemple dans le champ publicitaire. Lorsque les entreprises offrent un gadget gratuit, elles font un geste pour les clients ou pour les potentiels clients, en façon de faire accroître la confiance en l'entreprise. Ce principe se manifeste dans beaucoup de cas, dans les façons de parler qui nous entendons dans les boutiques de quartier, par exemple le client a toujours
raison, jusqu'au grand mouvement des entrepreneurs. Ensuite, il y a le principe de rareté. Comme on a déjà vu dans le chapitre 1, il n'est pas nécessaire d'en parler. Le principe de rareté soutient que les personnes agissent s'ils peuvent avoir quelque chose de exclusif ou qu'il y a en petite quantité. Dans cette catégorie, toutes les offres qui disent disponibles encore pour quelques jours. Un cas intéressant à étudier dans ce contexte, beaucoup célèbre dans quelques années, concerne la vente des objets en édition limitée, sur lesquels les entreprises appliquent augmente. Le troisième principe a été déjà vu. Il est le principe d'autorité. Selon ce principe, les personnes suivent les actions et les mots de quelque entreprise sous une entreprise qu'elles considèrent leader d'un secteur, c'est-à-dire l'autorité. Dans le premier chapitre, on a vu qu'il est utile de montrer des résultats aux propres clients. Le quatrième principe de la liste du professeur Cialdini est le principe d'engagement, dit aussi principe de cohérence. Il ne faut pas confondre avec le principe de cohérence du chapitre dernier. Cialdini, en fait, il explique ce terme avec des autres fins. Le principe d'engagement et le principe de cohérence soutiennent que les personnes sont plus disponibles à faire des actions qu'elles ont déjà fait avant. Ce principe est très utile pour les étapes d'une négociation de vente. Un vendeur capable, en fait, pour attirer nouveaux clients, il doit étudier le marché, en analysant les habitudes des potentiels clients. Si on connaît les habitudes des personnes, selon ce principe, il sera plus simple dans la pratique préparer une stratégie de marketing et de se rapprocher en manière efficace avec les clients. Le cinquième principe est le principe de consensus, dit aussi principe de preuve sociale. Le principe de consensus soutient que les personnes suivent la masse, en créant un trend et des modes. Ce principe aussi a été examiné attentivement dans le dernier chapitre. Le sixième chapitre est le principe de sympathie. Le principe de sympathie est cause de l'effet Alone, lequel la majeure partie des personnes réagissent positivement. Les personnes qui sont physiquement séduisantes, dans notre société moderne, viennent associer aux idéaux de succès et de moralité, cela se produit au niveau inconscient. Le principe de sympathie est beaucoup utilisé par la télé, dans le cinéma et dans le secteur publicitaire. Vous êtes jamais demandé pourquoi la majeure partie des stars de Hollywood sont si séduisants. Vous êtes demandé pourquoi dans tous les shows de la télé il y a des filles vraiment belles. As-tu déjà remarqué que dans les publicités il y a seulement des visages souriants? Voilà, il concerne le principe de sympathie, les personnes belles, séduisantes et souriantes sont entendues responsables et rassurantes. Enfin, on est arrivé au fond de cette liste, ou peut-être non. Il y a un autre but important. Récemment, en répondant à quelques questions pendant une interview, le professeur Robert Cialdini a admis qu'il est en train de travailler à nouveau pour améliorer sa théorie des 6 principes. Cialdini nous a dit vraiment peu, en anticipant qu'il publiera dans les années à venir après fini la période d'études. Il a anticipé un nouveau principe, ce principe il n'y a nulle part. Il a identifié ce principe comme le principe de l'unité. Cialdini a soutenu qu'une personne convaincue par quelqu'un avec lequel partage une certaine identité, en acceptant les demandes. Ce raisonnement fait penser les comportements dans la vie réelle. Dans la pratique par exemple, on peut comprendre ce mécanisme qui est utilisé par les politiciens de succès, si on partage avec les électeurs une foi politique forte, il sera plus facile d'influencer les idées et les choix. Ce principe est sûrement beaucoup plus utilisé dans le marketing, si on pense à toutes les études et les stratégies de marketing sont décidées, sur les habitudes des utilisateurs par exemple, si une femme au foyer dans une publicité conseille à une autre femme au foyer un produit pour la maison, il sera plus probable d'influencer les choix, parce qu'elles partagent la même identité. 2.4 Résumé. Dans ce chapitre on a vu l'importance de connaître les motivations à la base des choix des personnes. Ces notions, dans la pratique, sont utiles dans tous ceux cas où on veut manipuler l'interlocuteur, en influençant ses choix. Je t'ai expliqué 2 analyses, formulées par 2 étudiants du secteur. La première analyse est la pyramide des besoins de Maslow, où on a cité les 5 catégories de motivation selon Maslow. Peu à peu que l'homme satisfait ses besoins au but de la pyramide, il s'intéresse aux autres besoins suivants, jusqu'au sommet de la pyramide.
Les besoins de Maslow sont: besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'auto-réalisation. Cialdini divise les motivations qui font agir les hommes, elles sont 6. Principe de réciprocité, principe de rareté, principe d'autorité, principe d'engagement et cohérence, principe du consensus ou preuve sociale, principe de sympathie. En utilisant ces principes, on formule la majeure partie des techniques de persuasion et de marketing de succès. Exercice chapitre 2. Pour chaque affirmation, choisis entre vrai ou faux. Les solutions se trouvent dans la page suivante, à la fin des exercices. Études de psychologie ont montré les motivations éprouvées par les hommes sont de deux types, intrinsèques et extrinsèques. Vrai ou faux? 2. Les motivations intrinsèques peuvent dériver d'une obligation. Vrai ou faux? 3. À l'origine de la pyramide de Maslow on trouve les besoins secondaires de l'homme, par exemple la créativité. Vrai ou faux? 4. Selon Maslow, parmi les besoins de l'homme est plus importante la sécurité que l'appartenance. Pour ce motif, l'appartenance se trouve en haut dans la pyramide. Vrai ou faux? 5. Parmi les besoins d'estime il y a aussi le besoin d'amour-propre. Vrai ou faux? 6. La théorie de Maslow a été critiquée car elle ne considère pas les motivations externes. Vrai ou faux? 7. Selon le principe de réciprocité de Cialdini, les personnes se rapprochent avec les autres dans la même manière qu'ils sont traités. Vrai ou faux? 8. Selon le principe de rareté, les personnes sont moins attirées lorsque quelque chose est perçu comme rare. Vrai ou faux? 9. Le principe d'engagement est appelé aussi principe de consensus. Vrai ou faux? 10. Le principe de sympathie dit qu'il ne faut pas être séduisant pour avoir de la persuasion. Les personnes séduisantes en fait sont généralement perçues peu crédibles. Vrai ou faux?